Bonjour à tous, bienvenue à Quai du Polar sous l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon. Nous vous proposons aujourd'hui une table ronde autour du parcours d'auteur en partenariat avec Kobo by Fnac. Cette table ronde est retransmise en direct sur la page Facebook de Bipolar où vous pouvez la liker, la commenter, la partager et même poser des questions à nos invités. Alors nous sommes avec Claire Favant et Olivier Norek. Bonjour. 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 Alors Olivier, dans votre portrait pour Quai du Polar, vous citez Claire Favant parmi vos auteurs préférés. Est-ce que vous êtes content de l'avoir à vos côtés? Je me souviens pas que j'ai fait ça. J'ai fait ça? Oui, oui. Bon, je devais être fatigué. En fait, c'est moi qui l'ai écrit, ça. Oui, pardon. Je cite Claire Favant. Je ne suis pas spécialement impressionné d'être à côté d'elle parce qu'on se voit beaucoup aussi à l'extérieur. Mais je cite Claire Favant parce qu'elle fait partie de ces auteurs dont j'ai, à la lecture, absolument rien à redire. Ni à l'écriture, ni à l'intrigue, ni au dénouement, ni au personnage. C'est assez rare pour être souligné. Et voilà, j'aime énormément son travail parce qu'elle a ce goût du personnage fouillé, travaillé. Et par exemple, son premier assassin, Will, c'est ça? Son premier assassin, quand beaucoup d'auteurs vont vous dire « Ah bah, il découpe des têtes et il fait ceci, il fait cela, parce que c'est un serial killer, donc il est fou, donc j'ai rien à expliquer », moi je suis en manque d'informations, je suis en manque de chair, je suis en manque de plein de choses. Claire Favant, si elle vous parle d'un serial killer, on va le rencontrer enfant. Et on va voir toutes ces cassures, ces fêlures, ces cassures psychologiques qui vont faire qu'il a presque pas le choix de devenir ce qu'il est. Et en tout cas, on va le comprendre et voir toute son évolution. Et il est plus étranger. Et c'est ça qui est un peu gênant, c'est qu'on a même parfois un petit peu d'empathie pour un personnage monstrueux, parce que justement, elle nous le fait découvrir alors qu'il est jeune. Très bien. Claire, vous citez Maxime Chatham parmi vos auteurs préférés. Pardon? Oups. Du coup, vous n'êtes pas trop déçu? Bah, c'est lui, hein, en fait. Hein, là, non, Maxime Chatham, en fait, c'est un ensemble de choses. Le livre, en fait, c'était Fête fatale, parce que c'est le livre qui m'a donné envie d'écrire des histoires sur les tueurs en série. Le film, Le silence des agneaux, donc là où, pareil, ça a été une révélation en livre, hein, surtout. Et Maxime Chatham, parce que ça a été une des grosses claques du début. On peut dire c'est carrément lui qui m'a donné envie d'écrire aussi. Donc voilà, donc c'était en fait les trois choses qui sont liées, ces trois déclics chez moi. Très bien. Désolée. Hein. En plus, Maxime Chatham fait partie de ces gens. On a toujours peur de rencontrer les gens qu'on admire, parce qu'on a peur d'être déçu de la personne, et que d'abord, chez un écrivain, ce qu'on préfère, c'est quand même ses romans. Et en plus, quand on rencontre Maxime, il est non seulement talentueux, mais en plus généreux, et c'est assez énervant, ouais. Donc, je comprends ton choix. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va vous présenter rapidement. Olivier Norek, vous êtes lieutenant de police, oui. Je suis passé judiciaire. capitaine. Ah. Ouais. Donc, ouais. Olivier Norek, vous êtes capitaine à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. On vous connaît pour vos romans, notamment Entre deux mondes, et pour la série Capitaine Coste. Vous sortez dans moins de 2 semaines le très attendu Surface chez Michel Lafon. Vous êtes un petit peu excité par cette sortie? Absolument, absolument. Un roman, un roman n'existe pas. Enfin, il existe et il n'existe pas. C'est de la physique quantique. Un roman n'existe pas tant qu'il n'a pas été vu par les lecteurs. Quand on termine un roman, qu'on met le mot « fin », c'est pas du tout la fin du roman, c'est exactement le début du roman, parce que le roman n'est rien tant qu'il n'est pas passé par la moulinette du lecteur et tant qu'on n'a pas les premiers retours. Donc, même si mon livre sort dans 2 semaines, c'est pas encore sa sortie. Sa vraie sortie, ce sera dans 1 mois, 2 mois, quand j'aurai les premiers retours des journalistes, bien sûr, mais aussi ce qui compte énormément, les blogs. Parce que les blogueurs polars sont les journalistes du roman policier d'aujourd'hui, et c'est vraiment et en plus ils sont sans filtre. Autant vous dire que si ils n'aiment pas votre bouquin, ils vous le disent, et c'est très bien comme ça. Et donc voilà, moi c'est surtout ça que j'attends, la naissance du bouquin et la confiance que j'aurai dans ce livre-là, elle arrivera bien après sa sortie. Claire Favant, vous travaillez dans la finance. Vous êtes l'auteur de plusieurs polars depuis 2010, comme Le tueur intime, qui était un diptyque, et plus récemment, Inexorable chez Robert Laffont, qui est en sélection pour le prix Bête Noire des libraires 2019, il me semble. Les prix, c'est quelque chose qui est important pour vous? Ça fait un peu partie du jeu. Je veux dire, quand on publie un roman, il peut être sélectionné dans des tas de des festivals,
Bon, là, c'est un prix de la maison d'édition auprès des libraires, enfin de libraires partenaires. Donc, bah oui, c'est important. Après, tout prix de lecteur a de la valeur. Donc, enfin, c'est important parce que quelque part, ça veut dire que les lecteurs ont aimé le livre. Donc, oui. Nous allons parler dans cette table ronde du parcours d'auteur. Vous êtes tous deux considérés comme des stars montantes du polar français. Et vous avez ce point commun de parcours atypique qui finalement rejoint pas mal d'auteurs de polar, qui est que vous êtes issus d'un autre milieu que celui de la littérature. Quand est-ce que vous avez découvert votre passion pour l'écriture l'un et l'autre ? Alors déjà, au niveau du parcours atypique, c'est justement absolument pas atypique puisqu'il n'y a que 1 à 2% des auteurs qui gagnent leur vie de leur roman. Donc obligatoirement, ils ont une vie à côté. Nicolas Lebel, il est prof d'anglais et instructeur de Krav Maga. Jacques Sausset, il est joaillier. Et donc voilà, il y a vraiment Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur, il a vécu à côté. Ils ne sont pas nés auteurs et parce qu'ils ont vécu, ils ont des histoires à raconter. C'est ça qui est intéressant. Et comme ma réponse est longue, j'ai oublié votre question. Ma question, c'était à quel moment vous avez eu le déclic pour l'écriture ? Ah oui, c'était un concours de nouvelles fait par un site qui s'appelle auféminin.com, qui est le site de mon ex. Et puis d'abord, je m'en fous, je peux très bien aller sur auféminin.com si je veux. C'est mon chat qui y allait, c'est pas moi. Et alors le truc, c'est qu'il y avait un concours de nouvelles, et comme moi j'ai eu 5 sur 20 au bac français, autant vous dire que le mail, je l'ai effacé immédiatement. Et puis j'ai été appelé sur une enquête policière. Il y avait beaucoup de monde sur cette enquête, donc j'ai eu le temps. Et donc j'ai re-regardé mon portable, le mail est réapparu, donc je l'ai réeffacé. Je suis rentré chez moi, le mail est réapparu. Et là je me suis dit qu'il fallait quand même écouter les signes. Et donc j'ai écrit cette nouvelle très rapidement, 3 pages. Une nouvelle très girly d'une fille qui trouve un portable, enfin rien d'incroyable. J'ai envoyé ça et 3 mois plus tard, on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné la 3e place, pas la première. Et comme c'était des nouvelles anonymes, je suis venu récupérer donc mon prix. Et comme c'était des nouvelles anonymes, ils pensaient voir arriver une jeune fille entre 20 et 25 ans. Sauf qu'à ce moment-là, on était sur une grosse enquête compliquée. Donc je suis arrivé avec les yeux dans les poches, avec ma grande barbe, mes 40 piges bien tassées. Et je ressemblais pas du tout à l'image qui se faisait de l'auteur. Et c'est pour ça que le jury... Dans les membres du jury, il y avait des gens qui connaissaient des maisons d'édition et des membres du jury sont venus me voir pour me dire voilà, si tu peux mélanger le côté assez sensible et humain de ton écriture avec le côté rugueux, testostérone et vitamine de ton métier, puisque j'ai été flic pendant 18 ans dans le 93, alors on aura peut-être un objet polar, humain, quelque chose de pas encore trop lu. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit, mais voilà le côté très sensible, très humain, à l'intérieur d'un univers très sombre. Et vous, Claire, le déclic ? Moi, j'ai toujours aimé écrire. Après, c'est la discipline qui posait problème. C'est-à-dire que même petite, j'ai entamé des romans. Bon, j'ai jamais été au bout. Ça s'est fait en fait surtout sur l'envie de, la lecture de certains romans, là, comme je disais dans mes 3 choix. Donc, où je me disais, waouh, mais... il me manquait quelque chose en tant que lectrice. Donc un jour, je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas dans le thème que j'aime lire, c'est-à-dire les romans sur les tueurs en série. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Le tueur intime, quand je l'ai écrit, je me suis dit, quand même, quoi. Puis bon, je l'ai mis sur une plateforme, en fait, en ligne, les nouveaux auteurs. Et puis on me rappelle, donc j'ai failli jeter en me disant, c'est un spam VSD, c'est quoi ce truc ? Et ben non, c'était là m'informer que j'étais finaliste. Donc pour tous les deux, en fait, ces plateformes, ces concours, ça a été des tremplins pour votre carrière, c'était important ? Par exemple, les nouveaux auteurs, c'est une maison d'édition qui justement lance des inconnus. Donc il y avait un partenariat avec Prisma. Donc moi, ça m'a propulsé de rien à beaucoup plus qu'un nouvel auteur. Donc voilà, c'était... oui, ça a été un tremplin. Parce que pour un roman d'une inconnue, c'était pas mal quand même. On parle justement du parcours d'auteur, donc on peut peut-être commencer par ce premier conseil. Est-ce que vous encourageriez des nouveaux auteurs qui veulent se lancer dans le polar de participer à des concours, d'écrire des nouvelles Alors il y a 1500 polars qui sortent par an en France, national et international. Donc non, n'écrivez pas de romans policiers, laissez-nous tranquilles, foutez-nous la paix, c'est déjà bien
bien bouché. Donc, je sais pas, écrivez de la littérature, de la chick lit ou de la littérature fantastique, il reste de la place, ou de l'horreur, encore, il reste de la place. Voilà. Non, un vrai conseil, le roman policier, il appartient à tout le monde. Mais il faut savoir écrire le roman qui nous concerne. Claire aime les serial killers, il faut voir ça avec elle, et son psy, et ses psys. Claire aime les serial killers, elle écrit sur ça, elle se renseigne sur ça, elle aime ça, donc elle écrit ça. Moi, je suis un flic, donc j'écris des romans policiers très flics. Si vous êtes psy, il est totalement démocratisé en fait le polar. Si vous êtes psy, je vous invite à écrire un polar avec un polar de psy. Si vous êtes par exemple plutôt versé vers le scientifique, vous faites comme Tilliez, vous écrivez des romans, des polars scientifiques. Utilisez ce que vous êtes déjà et ne vous dites pas je vais écrire un bouquin ultra procédural et ultra policier alors que vous ne l'êtes pas du tout, vous n'allez faire que des erreurs et surtout votre enquête, l'enquête de recherche pour toutes les informations va vous prendre un temps fou et va vous épuiser. Écrivez le polar qui vous ressemble. N'allez pas prendre les choses que vous ne connaissez pas parce que c'est pas à vous et parce que vous allez avoir du mal à le retranscrire. Ce qui est appréciable par exemple dans un de mes romans, c'est qu'on est sûr et certain que la procédure se passe comme ça, que les locaux sont décrits comme ça, que les personnages sont les bons, que les faits divers sont les bons, que les victimes ont existé, que les assassins ont existé, parce que c'est ma matière, je la connais. Et donc je me permets de faire ça. Quand j'écris un bouquin par exemple Entre deux mondes qui se passe dans la jungle de Calais, c'est parce que c'est mon histoire. L'histoire de la migration, l'histoire de ma famille, mais aussi parce que j'ai pris mon sac à dos et je suis allé vivre pendant 3 semaines dans la jungle de Calais. On n'écrit pas un truc qui nous est totalement étranger. Donc si vous voulez écrire, écrivez d'abord quelque chose qui vous ressemble. Donc moi je tue la nuit, ça veut dire? C'est possible. C'est possible. Mais il dit tout, il est embêtant. Moi, je dirais d'écrire le livre qui nous intéressera en tant que lecteur. C'est-à-dire, on a chacun aussi, comme nos capacités, nos goûts. Et je dirais, c'est aussi d'avoir cette capacité à se dédoubler pour avoir le point de vue auteur, mais aussi le point de vue lecteur. C'est-à-dire de se dire, ce livre-là, moi, j'aimerais bien le lire, donc c'est-à-dire avec les rebondissements qui nous feraient, qui nous surprendraient, avec les retournements de situation, pareil. Enfin voilà, c'est se faire plaisir côté lecteur. Alors, avant vos premiers romans, le vôtre date de 2013, Claire de 2010. Est-ce qu'il y a eu des manuscrits oubliés dans des tiroirs et si oui, est-ce qu'il s'agissait de polars? Je vais laisser Claire répondre et voir si elle est honnête. Non, alors moi j'ai publié, j'ai eu un premier roman que j'ai envoyé mais qui était quelque chose de trop hybride en fait. Et donc quand j'ai commencé à écrire Le Tueur Intime, je me suis dit non là faut que j'arrête, l'autre c'est pas la peine, je me bats pas et celui-là je pense qu'il trouvera preneur. Et bon, sinon j'ai plein de livres dans mon ordinateur, voilà, et bon c'est pour ça qu'il veut que j'en parle, mais bon c'est pas des livres que j'ai essayé de faire publier, donc ils ont traîné nulle part, sauf dans mon ordinateur. Tu as combien de livres déjà terminés, prêts dans ton armoire quelque part, que tu veux pas sortir? Une quinzaine. Est-ce qu'il s'agit de polars tous? Non, il y a de l'heroic fantasy, il y a du contemporain, il y a de l'historique, plein de choses. Mais des histoires d'amour, beaucoup d'histoires d'amour. Mais que je ne souhaite pas publier, parce que ça, c'est en fait l'endroit où moi je me ressource, en fait, où je sais que j'ai pas de lecteur et du coup, je n'ai pas de jugement, donc c'est l'endroit où moi je me protège. D'accord. Vous n'avez peut-être pas de lecteur parce que le livre n'est pas encore sorti, comme dit Olivier Norek. Non, parce que je ne souhaite pas les faire publier. Ils sont écrits pour mon ordinateur. Mais quel chanceux cet ordinateur! La première fois justement que vous avez eu votre ouvrage publié, qu'est-ce que ça vous a fait? Alors moi ça a été un gros choc, c'est-à-dire qu'on me l'a mis dans les mains et on m'a dit allez maintenant tu vas voir les libraires. Eh ben oui, mais moi je suis dans la finance, enfin les libraires c'est un milieu que je connais pas et donc voilà ça a fait assez vite plouf. Quand on voit son premier roman, c'est un infini de possibles, mais pour l'instant, c'est juste 400 pages, c'est juste du papier. Comme je le disais tout à l'heure, le roman, il existe uniquement s'il a une vie. Et alors, on n'y croit pas encore, il nous faut du temps. C'est comme si c'était juste une promesse, mais sans certitude. Donc quand on voit le roman pour la première fois, on se dit « et si ?» Mais on ne se dit pas « c'est gagné ». Juste, on imagine ce que ça pourrait devenir. Du coup, c'est le premier retour lecteur qui fait un... Les premiers.
Oui, le premier retour lecteur, généralement, c'est ton père, ta mère, ton petit frère ou ton meilleur ami, donc c'est vraiment très bien. Et puis après, non, il faut attendre le retour justement de gens qui sont totalement objectifs. Et à partir de là, on peut commencer à avoir confiance en son livre. Moi, à chaque fois que je termine un roman, je suis persuadé que c'est la pire daube qui ait jamais été écrite. Et il faut déjà que j'ai tous les bêta-lecteurs, les primo-lecteurs, qu'on construit au fur et à mesure de la confiance qu'on entretient avec des lecteurs, des blogueurs. Il faut déjà qu'il y ait toute une période d'une dizaine de bêta-lecteurs qui nous disent « tu peux avoir confiance en ce livre ». Mais même là, on n'est pas encore rassuré. Il faut encore et encore et encore et encore. Je pense qu'un livre, on se l'approprie sur une période qui est beaucoup plus longue qu'on ne le pense, qui peut aller jusqu'à oui, des mois ou voire une année entière. Ben, il a tout dit, encore. Non mais c'est vrai, c'est en fait un livre, il commence à exister dans le regard, enfin les retours des lecteurs, ouais. Et est-ce que la relation des pairs, la relation des professionnels, des autres auteurs de polar, des éditeurs peut-être, c'est quelque chose aussi qui vous conforte dans votre écriture? On va laisser Claire répondre. Moi, je suis persuadé que Claire va répondre, vu que visiblement, j'ai pas le droit. J'ai pas d'idée. Bon, bah, on va laisser Olivier répondre alors. Non, mais oui, c'est important parce que on arrive dans un milieu que je ne connaissais pas, donc l'accueil a été plutôt sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, donc de plus en plus, mais bon, on reste quand même minoritaire, donc c'est se faire une petite place. Et puis, bah, quand les autres viennent vous dire bonjour, ah salut Claire. Pour donner un exemple, moi Danielle Thierry, je la lisais à l'époque où j'étais toute jeune, et c'est des livres en fait que voilà, je découvrais régulièrement. Et un jour, elle arrive sur un salon, elle vient vers moi, elle me dit bonjour Claire. Donc bah oui, c'était hyper émouvant quoi. C'est quelque chose, c'est des gens. Sir Cédric m'a fait pareil, bonjour Claire. Donc voir que les autres vous connaissent alors que vous les lisiez bien avant de devenir auteur, c'est touchant, oui. Oui, le polar, il y a comme une famille du polar. C'est vrai qu'on a quand même du mal à trouver des auteurs de polar avec un énorme melon ou désagréable. Peut-être parce que l'auteur de polar, la première chose à laquelle il pense quand il commence son livre, on n'est pas sur une page blanche, on est vraiment à réfléchir à comment on va jouer avec le lecteur. Donc, et c'est assez rare, la première chose à laquelle on pense quand on commence un roman policier, c'est déjà au lecteur. Comment on va être, nous, un chat, et lui, une souris, et comment on va pouvoir l'embêter pendant 400 pages. Et puis pour en revenir à l'éditeur, ça doit être très très difficile d'être un auteur pas soutenu par son éditeur, pas cocooné par son éditeur, et enveloppé et rassuré par son éditeur. Et moi, j'ai une grande chance d'être chez Michel Lafon et d'avoir vraiment ce sentiment que, quel que soit le sujet que je décide, quelles que soient mes envies, je vais être accompagné, je vais être soutenu et de belle manière en tout cas. D'accord. On va passer à votre écriture. Et est-ce que vous avez des rituels, par exemple? Ben moi, j'écris sur plan, donc on va dire que ça, c'est le plus gros rituel. Donc le plan va de la première jusqu'à vraiment la dernière scène. Mais en dehors de ça, non, parce que moi, comme j'écris après le travail, bon voilà, j'ai pas de temps à perdre à me dire mon thé n'est pas à la bonne température ou c'est pas la bonne chanson. Non, ça, voilà, je peux écrire dans le silence avec de la musique, qu'importe. Voilà, même je peux écrire avec 10 gamins dans la chambre d'à côté. Bon, ça, voilà, ça me donne des idées, au contraire. Sachant que vous écrivez sur les serial killers, enfin le ça. premier, c'est un petit peu bon. Rituel d'écriture? Ouais, là vous êtes tombé sur deux maniaques. Je suis exactement comme Claire, c'est-à-dire que moi je commence pas, je n'écris pas le premier mot tant que je n'ai pas totalement chapitré mon livre et que je sais exactement où je vais jusqu'au retournement final. L'intérêt de ça, il est multiple. Le premier, c'est que quand on se lève le matin ou quand on commence à travailler le soir, on se dit pas je vais écrire un livre, mais je vais écrire ce chapitre. Donc on ne gravit pas une montagne, on gravit toute une succession de petites collines. C'est beaucoup plus, c'est plus rassurant. Après, quand j'étais flic et qu'une enquête était compliquée, avec de multiples suspects, on faisait un tableau criminel, histoire de jamais être perdu. Et je fais exactement la même chose quand j'écris un roman policier. J'ai un tableau de 2 mètres sur 2 mètres chez moi et j'inscris absolument tout, avec les photos, avec des points d'interrogation, avec 1000 questions. Et une fois que tout ça, une fois que tout le puzzle est clair, linéaire, à moi de pouvoir l'exploser. Et donc, si moi je ne suis pas perdu parce que j'ai ma linéarité d'histoire, alors je peux exposer le puzzle en sachant que je ne vais jamais perdre le lecteur, tout en le laissant penser qu'il est dans un labyrinthe. Mais en fait, je sais exactement là où je veux l'emmener. Mais
Il semble qu'on soit quand même des exceptions, hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sans plan, hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui partent le nez au vent en se disant bah tiens j'ai cette scène et puis on verra bien ce qui se passe. Mais Claire, elle écrit au cordeau, il n'y a pas de gras. C'est vraiment l'histoire. On n'est pas sur 15 pages de description. On sent bien que à chaque fois, à chaque chapitre, c'est pour avancer quelque part et c'est pas tiens qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. Et ça c'est assez important. Enfin en tout cas moi c'est les livres que j'apprécie, c'est des livres qui ne perdent pas de temps. Alors ça c'est aussi une recette Kefelec puisque c'était le président du jury du prix VSD que j'ai eu pour le premier et il m'avait dit justement que le livre, chaque chapitre apportait quelque chose, une information utile. Et depuis, à la fin du livre, je revérifie bien que chaque chapitre apporte au moins une information. Sinon, si c'est juste du bavardage, ben c'est pas utile quoi. Comment est-ce que vous jonglez avec vos vies professionnelles respectives, donc dans la finance et puis dans la police, et de quelle manière l'un nourrit l'autre? Alors vous, Olivier, c'est un petit peu évident. Vous, Claire, c'est peut-être un peu plus obscur. Bah, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant puisque je suis tombée sur certains collègues en salon, donc bon, ça forcément maintenant ça va se... Ça a dû se répandre, puis je m'en fous après, à vrai dire, qu'ils le sachent ou pas, c'est pas bien grave. Non, bah après, bah voilà, c'est juste d'équilibrer en fait entre la vie professionnelle, garder assez d'énergie pour accomplir sa tâche quotidienne, assez d'énergie pour s'occuper de son enfant et assez d'énergie pour écrire. Et un peu après le mari aussi quand même, parce qu'il existe. Bonjour Patrick. Patrice. Patrice, pardon. Patrick, c'est l'autre. Non. Pardon. Il n'existe pas. Et est-ce que du coup, je sais pas, à la machine à café, vous avez des collègues qui viennent et qui vous racontent des histoires absolument sordides, juste parce que ça y est, ils ont découvert que vous écrivez du roman policier? Les voisins, moi surtout, ils viennent me raconter des trucs horribles. Eh, c'est une histoire pour toi alors. Merci. Hein. Vous, Olivier? Alors moi c'est assez simple au niveau de la vie professionnelle parce que je suis en disponibilité, donc pour l'instant je fais que écrire des romans et des scénarios. Évidemment, c'est pas la peine de préciser évidemment que les 18 années de police judiciaire nourrissent énormément mes romans et j'ai la chance de vivre seul. Je suis un célibataire totalement accompli, tout va très très bien et donc je pense à moi, à mes romans, à ma famille et ça va très bien et à mes meilleurs amis. Très bien. Alors, vos personnages, comment est-ce que vous les imaginez? Est-ce que vous les imaginez physiquement? Est-ce que vous imaginez la psychologie d'abord? Comment ça se passe sur cette construction-là? Je pense pas qu'on puisse... En tout cas, moi, ça a été compliqué pour moi de sortir un premier personnage, un premier héros qui me soit totalement étranger. Donc le capitaine Coste, il a 43 ans, il a les yeux bleus, les cheveux poivre et sel, il est grand, il est baraque. Je fais ce que je veux. Il me fait penser à quelqu'un. Hein. Pas moi, c'est ça. Après, il s'appelle Victor parce que c'est le prénom de mon petit frère, qui est une des personnes les plus importantes de ma vie. Il s'appelle Coste parce que Coste, c'est le nom le plus donné dans l'Aveyron, qui est mon département d'origine. Donc moi, je suis pas allé vraiment très très loin. Après, mon deuxième policier s'appelle Bastien Miller. Bastien, c'est le fils de ma sœur. Je l'adore. Et puis là, mon nouveau personnage, Noémie Chastain, c'est la première fois où je crée vraiment quelqu'un de presque de toute pièce, mais en fait pas vraiment, puisque c'est un personnage aussi qui m'a été beaucoup, j'ai pas le mot, beaucoup... Inspiré, merci. Il m'a été beaucoup inspiré par une collègue, par une flic qui s'appelle Babette et à qui il est arrivé quasiment l'histoire de cette policière qui a été blessée en service et qui doit se reconstruire au cours d'une enquête. Et je ne sais pas du tout quelle était votre question. Ma question, c'était la construction des personnages. Vous y avez voilà, totalement répondu. Après, moi, j'avais pas prévu qu'on parle un petit peu de surface après, mais je pense qu'on peut en parler dès maintenant. Du coup, allons-y un tout petit peu, et puis on reviendra sur les personnages avec Claire. Du coup, ce personnage de Noémie, est-ce que même le pitch de surface, tout ça? Alors c'est l'histoire d'une flic qui, dès la première page, en opération de police, va se faire tirer dessus au visage, au fusil, et elle va être défigurée du profil droit. Et comme elle est le rappel constant
de la dangerosité du métier et du fait que ses collègues n'ont pas pu la protéger. Elle est envoyée mutée, ils disent en convalescence, mais elle est mutée dans le plus petit commissariat de France, dans un petit village qui s'appelle Avalon. Et normalement, elle devrait être au vert, sauf qu'évidemment, va arriver une enquête de police sur la disparition de 3 enfants. Sauf qu'ils ont disparu il y a 25 ans, dans un village qui est maintenant recouvert par 36 mètres d'eau. Donc l'enquête est beaucoup plus compliquée, il n'y a plus de traces, il n'y a plus d'indices, il n'y a plus de preuves. Et donc, rapidement, elle va constater que tout ce qui est scientifique, tout ce qui est donc justement tracé indice, elle ne les aura pas. Et que si elle veut les informations, si elle veut comprendre cette enquête et la résoudre, il va falloir qu'elle aille vers l'autre. Et le problème, c'est qu'elle est totalement défigurée et qu'elle n'a aucune envie d'aller vers l'autre. Et donc cette enquête, c'est sa reconstruction. C'est une partie du roman, il y a plein d'autres histoires parallèles et aussi intéressantes. Je mets en place la PTS, la police technique subaquatique, qui est donc un service de police qui va enquêter sous l'eau et qui existe, qui est géré par la Fluviale de Paris. Et je mets en lumière un département qui m'est cher, qui est l'Aveyron. Et vous y faites aussi un clin d'œil à Claire, si je ne me trompe pas. Non, pas un clin d'œil, je la tue. Mais je suis là. Mais dans la plupart de nos romans, que ce soit Jacques Sausset, Claire Favant, Nicolas Lebel ou moi, régulièrement... Ouais. Franck Tillier maintenant aussi. On se tue, on se transforme en victime, en coupable. Donc là, il y a une scène dans un cimetière et il y a 2 stèles. La première stèle, c'est Claire Favant, la deuxième stèle, c'est Jacques Sausset. Et à un moment donné, comme on est à la campagne, il y a un vieil homme qui meurt sur son monte-escalier entre 2 étages parce que l'escalier s'est bloqué au milieu et qu'il est handicapé, qu'il peut pas, et il s'appelle Nicolas Lebel. Donc voilà, je fais toujours en sorte de buter les gens que j'aime. C'est une marque d'amour, vraiment. On revient sur votre construction de personnages. Est-ce que vous aviez quelque chose moi, je dirais que c'est plutôt toujours l'aspect psychologique qui va être dominant chez moi. D'abord de créer les failles, puisque pour moi, un roman où quelqu'un va très très bien dès le départ et très très bien jusqu'à la fin, moi je manque un peu de matière, quoi. Donc j'aime bien créer des personnages abîmés, donc je crée d'abord ces personnages. Au niveau de tout ce qu'ils ont dans la tête, de tout ce qu'ils ont vécu, puis après je leur donne un physique, un prénom aussi, des fois ça peut être important pour réussir à se lancer, à se projeter. Voilà, donc c'est pas forcément des gens moi que je connais, c'est des inventions pures au niveau psychologique. On va changer un petit peu la dynamique de cette table ronde. On vous a préparé un petit quiz serial killer dans la fiction, parce que Claire a écrit ses premiers ouvrages sur les serial killers. Et j'imagine quand même que dans la police ou par intérêt personnel, ne serait-ce que pour Claire, vous en savez un petit peu également. Alors, première question. Quel célèbre roman d'Agatha Christie met en scène un mystérieux tueur en série opérant sur une île? Est-ce qu'il s'agit de Meurtre sur une île? Mais non. Les des petits nègres? Oui. Je ne dis pas la suivante, hein. J'aime bien casser les jeux comme ça. Ça va être drôle. Agatha Christie, ça a été une inspiration pour l'un ou l'autre? Pas du tout. Non, c'est vraiment venu sur le tard, Agatha Christie. Par contre... Après, oui, ça a été quelque chose que moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est la scène des aveux de Agatha Christie, quand tout le monde est réuni dans le salon et qu'on dit vous, c'est des scènes d'aveux interminables. Pour moi, quand il y a des scènes d'aveux interminables à la fin, la scène d'aveux de la fin, c'est aussi un conseil pour l'écriture. Généralement, les aveux à la fin, si c'est trop long, c'est généralement tout ce que tu n'as pas réussi à mettre dans le livre au fur et à mesure et tu le colles à la fin comme ça en finale. J'ai fait ça parce que ceci, parce que cela. Parce qu'on se dit, tiens, t'as pas réussi ton coup, quoi. Pour Agatha Christie, c'était totalement assumé. Il y a un brouillard complet sur tout le bouquin. Et même à la fin, sur les aveux, elle commence à désigner un tel, mais c'est toujours pas eux, puis c'est toujours pas eux. Elle accuse, jusqu'au dernier, qui est effectivement l'assassin. Et j'ai voulu, dans Surface, faire une révérence à Agatha Christie, puisque j'ai une scène d'aveux à la fin qui dure 15 ou 20 pages. Mais c'est pas grave, c'est totalement volontaire. Et je joue justement avec ce cliché de l'aveu, qui normalement est une faiblesse, et je le transforme, je l'espère, en force. Deuxième question. Comment s'appelle le tueur en série dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock? Alors, Norman Bates. Je vais casser tout ton jeu. Oui, mais je commence à faire comme... Je vais peut-être
Hop, on sait jamais, hein. Psychose quand même. Hitchcock et le cinéma, une inspiration encore une fois ou pas du tout? Ah ouais, complètement. C'est trop vieux pour moi tout ça. Non, franchement, par rapport à Agatha Christie, moi j'en ai lu un seul et c'était en cours d'anglais et je crois que j'ai rien compris en fait. C'était trop puissant pour moi. Voilà, pourquoi pas Evans? Et j'ai rien compris en fait. Voilà, j'avoue. Oui, bah, carrément, Hitchcock, il est passionnant. Il est passionnant parce que il vous fait les oiseaux. C'était déjà très, 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 très audacieux. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que, alors déjà aussi, il donne beaucoup de conseils. Moi, j'aime beaucoup écouter les conseils de Alfred Hitchcock. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est si t'as pas besoin d'ambulance, ne fais pas venir une ambulance. Et on en reste vraiment sur l'histoire, 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 l'histoire. Ne fais pas de personnages qui ne servent à rien. Ne fais pas une enquête parallèle qui ne va pas aboutir. Les fausses pistes ne doivent exister que si elles sont utiles et qu'elles deviennent en fait un endroit où on va trouver quand même une information pour la bonne piste. Mais des fausses pistes pour fausses pistes, c'est exactement ce qui construit la plupart des séries des mauvaises séries policières. C'est-à-dire qu'il y a 12 épisodes, pendant 11 épisodes c'est que des fausses pistes et au 12e épisode c'est la bonne piste. C'est pas du tout intéressant. L'intérêt d'une fausse piste, c'est que quand même elle contienne quelque chose qui va vous permettre d'aller jusqu'à la résolution. Donc oui, Hitchcock, pour moi c'est un grand maître et puis sa qualité de réalisateur et de scénariste est quand même assez bluffante. Alors vous parlez de série, la prochaine question est une question série. Quel est le nom de famille du héros qui est un tueur en série dans la série télé Dexter? Son nom de famille? Morgan? Très bien. Tu sais que c'est filmé? Mais c'est pas grave, ils savent de toute façon que... Alors du coup, peut-être qu'on peut faire juste un petit point tueur en série. On n'arrête pas de dire que c'est votre truc. Mais comment c'est devenu votre truc? En lisant Fête fatale, voilà, ça a été une révélation ce livre. D'un seul coup, je me suis dit, ouah, c'est trop bien. Vraiment, voilà, c'était la révélation. Après, j'en ai lu pendant très longtemps et voilà, c'est ce qui m'a fait un jour tenter l'expérience d'écrire l'histoire que j'aurais aimé lire. Voilà, c'est vraiment le challenge. Et puis, par contre, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête. C'est-à-dire, je sais utiliser la violence. Si j'en ai besoin, j'en utilise. Mais si elle n'est pas utile, j'en rajoute pas gratuitement. Ce qui va plus m'intéresser, c'est les interactions psychologiques entre le tueur et sa victime. Voilà, c'est pas une fascination juste pour l'hémoglobine, quoi. Question tueur en série toujours. Dans quelle œuvre de fiction rencontre-t-on pour la première fois le mythique tueur en série Hannibal Lecter? Dans quelle œuvre de fiction rencontre-t-on pour la première fois? Le silence des agneaux? Non, le sixième sens. Le sixième sens? C'est Dragon Rouge. Ah oui, c'est vrai. Dragon Rouge de Thomas Harris. Ouais, c'est bon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je me suis pas trompé sur Sixième Sens avec Bruce Willis et tout ça. Il y a un film qui s'appelait avant Sixième Sens où on parle aussi de Hannibal Lecter. Oui, c'est vrai, c'est Dragon Rouge. Après, l'œuvre de fiction, c'est aussi livre. Dans quel roman de James Ellroy suit-on le parcours criminel d'un serial killer sur tout le territoire des États-Unis? C'est James Ellroy. Un tueur sur la route? Tout à fait. Alors moi j'avais prévu un QCM en me disant je vais donner 3 réponses à chaque fois et puis et non, on est en présence de spécialistes. Donc lui il va sur tout le territoire des États-Unis et vous Olivier Norek dans Surface vous allez à la campagne et c'est une transition un petit peu particulière, je transition de travail, ça. Mais c'est la première fois donc, que vous allez là-bas dans l'Aveyron, dans votre livre, donc qui est aussi votre village natal, enfin pas vraiment, mais du coup pourquoi la campagne cette fois-ci? Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais d'abord par rapport au travail de policier. Quand on est flic dans une grande ville, on ne connaît personne. Donc on a immédiatement recours à la science et à la technique. Géolocalisation, écoute téléphonique, ADN, empreinte digitale, réseaux sociaux. Parce que justement, comme on ne connaît pas l'autre, il va bien falloir qu'on élague et qu'on essaye de minimiser à chaque fois notre spectre de recherche. Donc c'est d'abord la technique. Quand on est dans des villes plus petites ou même dans des villages, tout le monde se connaît.
Et quand vous arrêtez quelqu'un, c'est obligatoirement quelqu'un que vous avez croisé, que vous connaissez, et qui fait même peut-être partie de votre famille, puisque les villages sont petits. Donc tout le monde connaît les antagonismes, les choses qui opposent une famille à une autre, les anciens secrets, les voitures, les portables, les relations cachées ou sues. Et donc, quand on enquête dans des petites villes ou dans des villages, en tout premier, c'est d'abord l'humain qui prime. Et on va d'abord, voilà, c'est d'abord l'humain, et ensuite, pour être sûr et certain de notre résultat, on va passer à la technique. Dans une grande ville, c'est d'abord la technique, dans l'espoir de trouver l'humain à la fin. Donc ça, c'était l'intérêt de changer d'univers, mais aussi de changer de type d'enquête. Dans quel roman de Fred Vargas qui se déroule en partie au Canada, le commissaire Adamsberg est-il Sous les vents de Neptune. Donc, je vais finir la question. Dans quel roman de Fred Vargas se déroulant en partie au Canada, le commissaire Adamsberg est confronté à un tueur en série astucieux? Sous les vents de Neptune. C'est ça. Bravo. Donc là, on parle d'un personnage récurrent. Vous, Olivier, vous aviez les aventures du capitaine Victor Coste. Et puis, on est en droit de se demander, est-ce que Noémie Chastain va être un personnage récurrent ou pas? Comme pour la question de tout à l'heure où on disait que le roman prend vie vraiment bien longtemps après la fin de son écriture, c'est la même chose pour les personnages. Ce personnage, il a vécu dans ce livre, mais il vit encore et il faut qu'il s'installe dans ma tête pour savoir ce que je peux en faire maintenant. Donc je voudrais savoir vraiment où en est cette héroïne, Noémie Chastain, pour savoir ce que je vais faire avec elle. On me demande parfois si le capitaine Coste, mon premier policier, va revenir. J'en ai aucune idée. Il faudrait qu'il y ait une enquête qui lui ressemble. Parce que ces personnages sont tellement fouillés, travaillés, ils ont tellement de chair que maintenant on ne peut pas leur faire n'importe quoi. Le capitaine Coste, je ne peux pas l'envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le capitaine Coste, il est résolument urbain, il travaille résolument dans les banlieues. C'est son terrain de jeu, c'est son terrain de chasse, c'est ce qu'il connaît. Donc je ne peux pas lui faire n'importe quoi. On ne peut pas faire Coste à la plage ou Coste à la montagne. C'est la même chose pour Noémie Chastain. Il faut que je trouve quelque chose qui lui ressemble. Mais je ne le saurai pas avant de le voir. C'est vraiment, en fait, l'enquête, elle va être comme un vêtement. Est-ce que ce vêtement va lui aller ou pas? Vous, Claire, on a passé un petit peu de temps avec Will Edwards. Est-ce qu'un personnage récurrent, c'est quelque chose auquel vous avez pensé aussi? Alors moi, personnellement, j'aime pas. L'expérience des deux premiers, c'est quelque chose que je ne souhaite pas réitérer, tout simplement parce que moi, j'aime bien, donc, comme je disais, prendre des personnages abîmés et leur faire traverser l'enquête en les obligeant à surmonter certaines de leurs failles, certaines de leurs faiblesses pour essayer d'arriver au bout de l'enquête. Une fois qu'ils l'ont fait, moi, je considère que je les ai amenés au bout du chemin que moi, je veux traiter avec eux et je leur rends la liberté, en fait. De qui est le célèbre conte sur un tueur en série appelé Barbe Bleue? Perrault. Et c'est encore gagné pour Olivier. Du coup, je vais encore utiliser une de mes transitions absolument géniales pour dire que donc les contes, les enfants, les premières frayeurs des enfants, les enfants inexorables aussi, votre dernier roman Claire. Comment vous est venue l'idée de ce roman sur l'histoire de Milo, donc qui a 4 ans? Donc mon petit garçon a un handicap invisible. Donc à un moment donné, au bout du 7e livre, je me suis dit qu'il était temps de m'engager en fait, de faire un livre qui portera un combat. Donc ce combat-là, c'est de montrer un peu ce que vivent les familles comme la mienne au quotidien, face à un système scolaire qui ne forme pas ses enseignants, qui n'admet pas qu'aujourd'hui le taux de prévalence de tous les enfants dits différents, c'est-à-dire on va dire les 10, les autistes, les hyperactifs, TDAH, les surdoués et puis les précoces. Là, on se retrouve à un taux de prévalence de 20%. C'est un enfant sur 5. Et le système ne se remet pas en cause. Donc ce livre, c'était vraiment une façon d'alerter, bon après à mon petit niveau, hein. Mais voilà, je voulais montrer ce que vivent les gens comme nous, les difficultés qu'on doit affronter, les jugements des gens qui nous attendent à la sortie pour nous en mettre plein la tête. C'était toute la première partie, c'est romancé, mais c'est quasiment du vécu. Donc c'est un livre qui a été très difficile à écrire puisqu'il a fallu exhumer des choses pas forcément agréables. Et puis c'est aussi un livre sur la fatalité. Qu'est-ce qui se passe quand on a été marqué comme coupable idéal toute son enfance et qu'arrivé en tant que jeune adulte, on est accusé de quelque chose de vraiment grave. Donc différence et fatalité.
Votre livre est sorti l'année dernière, en octobre. Vous avez eu des retours justement de personnes dont les enfants souffrent de ces mêmes handicaps invisibles? Ben oui, parce que déjà en salon, dès que je présente le livre, y a des gens qui se dévoilent, c'est-à-dire qui du coup, je partage un moment de douleur avec eux, parce que, enfin, comme je dis, hein, c'est vraiment pas des choses agréables ce que nous fait subir l'école. Donc, c'est des échanges sur la difficulté, déjà à soutenir notre enfant, à lui permettre de trouver une place, des fois au milieu des autres, hein, tout simplement, et puis voilà, un combat au quotidien pour arriver à avancer. Là, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur un post en me expliquant qu'apparemment, elle avait galéré pour trouver un dentiste pour son fils, autiste. Donc ça veut dire, enfin, il y a des difficultés. Enfin, moi, je m'imaginais même pas ça. Enfin, sincèrement, ça m'a pas effleuré. Mais enfin, ça veut dire que tout est douleur pour des gens. Enfin, moi, ma situation est pas à ce stade-là, mais c'est monstrueux ce qu'on fait vivre aux gens. On n'a pas fait exprès. Enfin, l'enfant non plus. Et donc, la société, en plus, nous le fait payer, quoi. On va accueillir Sarah en plateau. Sarah va vous présenter donc l'instant Kobo by Fnac. C'est 1 minute avec un auteur et puis on en profite pour souffler et après on parlera un petit peu de vos projets parce qu'on arrive sur le chronomètre près de la fin. Bonjour Olivier, on m'entend? Test, c'est bon. Bonjour Olivier, bonjour Claire. Alors, on va commencer avec vous, Claire, par donc votre livre en 3 mots. Inexorable, donc différence, fatalité, culpabilité. Votre meilleure anecdote de salon? Les copains. Enfin, c'est ce qui fait vraiment vivre, qui donne envie d'aller en salon, quoi. Même les moments d'abattement les plus horribles, où on se dit j'arrête, j'en peux plus. Maintenant, mais je veux plus voir les copains, donc les copains. Si vous étiez un personnage de fiction? J'aime bien Ellen Ripley dans Alien. Le film qui vous a le plus bouleversé? Agora, sur la bêtise des hommes et de la religion. Je suis ressortie complètement en larmes. Et enfin, votre premier polar lu? Ça va être Fête fatale, je tourne un peu en rond en fait. Fête fatale. Non, mais... Ça devient de moins en moins intéressant, je me rends compte. C'est pas de ma faute si j'avais pas mis ces livres-là. J'aurais dû mettre ceux d'Olivier Norek. Olivier, donc on essaie d'être plus intéressant peut-être. Ça va pas être bien compliqué. Votre livre en 3 mots? Féminin, violent et dépaysant. Meilleure anecdote de festival? Meilleure anecdote de salon. Oui, alors je vais paraphraser et ça va pas être très intéressant, mais c'est vrai que l'écriture est quelque chose de très 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 solitaire. Il y a 2 choses qui comptent, c'est la rencontre avec les lecteurs et c'est ce temps passé avec les auteurs de polar où on s'échange nos nouvelles idées, nos nouveaux romans. C'est pas vraiment une anecdote, mais voilà, c'est quelque chose qui nous fait tenir parce que c'est vrai que la vie d'auteur est une vie très très solitaire. Si vous étiez un film? Si j'étais un film, c'est L'homme qui venait de la Terre. C'est un film absolument passionnant d'un homme qui va réunir une dizaine de professeurs de faculté qui ont tous un thème de spécialisation et il va juste leur dire « Je suis là depuis le début, je suis éternel, c'est à vous de me prouver le contraire ». Ce film dure 1h30 et c'est pire qu'un film d'action, tant toutes les 30 secondes, on explose de rire, de connaissances, il est complètement fou ce film, vraiment bien. À conseiller donc. Votre toute première passion? Ma toute première passion, à 4 ans, les dinosaures, mais est-ce que ça compte? Je sais pas. Non, très rapidement, je savais que que je ne serais jamais aussi heureux qu'en ayant un job qui est ouvert vers les autres.
Donc j'ai commencé par des missions humanitaires. C'est là que j'ai compris que l'autre était capital pour moi, mais qu'il serait aussi ma malédiction. L'enfer, c'est les autres. Et que j'avais besoin du regard de l'autre pour me sentir utile et exister. Donc c'est pour ça que j'ai fait des missions humanitaires, c'est pour ça que j'ai été flic pendant 18 ans. Et donc voilà, c'est ce métier de policier qui a été ma toute première passion, parce que je me suis dit que j'allais pouvoir être vraiment utile au quotidien envers l'autre. Et enfin, votre série télé du moment? Ma série télé du moment, alors c'est pas du tout du polar, c'est Umbrella, mais sinon ma série préférée c'est The Killing. Version américaine? Non, la bonne version, la seule version. La version suédoise ou danoise ou je sais pas quoi, du Nord en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Alors, on a encore un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de passer une question, mais on verra. Juste, j'aimerais du coup qu'on fasse court et qu'on parle de votre projet. Donc, j'imagine que si vous avez sorti votre livre en octobre, il y en a déjà un autre sur le feu. Alors oui, il est en cours d'écriture, sûrement pour premier quadrimestre 2020. Donc pour l'instant, c'est top secret. C'est en cours, hein, donc. Est-ce qu'on peut avoir un thème? Ça va être... ça tourne beaucoup autour d'un personnage famille très compliquée, mémoire, voilà. Ah, famille, mémoire, je suis sûre qu'on peut avoir un troisième mot comme... Alors, famille, mémoire, vengeance. Projet en 3 mots éventuellement, on va la faire comme ça. Des scénarios pour la télé, un scénario pour le cinéma et le choix entre plusieurs histoires de polar. Je ne sais pas trop vers quoi aller, mais j'aimerais aussi m'éloigner un peu du polar pur et dur et voir un petit peu... Dans mon 4e roman, le meurtre arrive à la page 100. Dans mon 5e roman, il arrive à la page 117. Et à un moment donné, peut-être que je vais réussir à écrire un livre sans meurtre du tout. Mon éditeur a une phrase qui est très jolie pour mon dernier roman. C'est un roman avec une enquête de police à l'intérieur. Et je trouve ça assez agréable de ne pas être cantonné juste au polar, parce que je pense qu'on fait beaucoup plus que du polar. D'ailleurs, le polar, le roman noir, il est sociopolitique, donc c'est du quotidien, c'est ce qui nous arrive au jour le jour. Le roman noir, c'est le roman qui est le plus proche des lecteurs. Vous vouliez court, je ne sais pas faire court. Eh bien, on va prendre une question ou deux dans le public, et par contre, on va s'arrêter là pour ce qui est du Facebook Live. Donc nous arrivons à terme de cette table ronde, mais la table ronde est déjà disponible sur bipolar.fr et sur le Facebook de Bipolar en replay. Merci à tous de nous avoir regardés, où que vous soyez, et on va se refermer à Quai du Polar.